Bonsoir à tous et merci d'être restés avec nous ce soir pour ce bord plateau qui est organisé par le Théâtre de la Commune et enregistré par Radio Campus Paris, donc dans le cadre d'une émission radio. L'entretien va durer à peu près 40 minutes et ensuite on laissera la parole au public. Si vous avez des questions, on fera passer un micro dans la salle. Voilà, moi je m'appelle Sarah. Et je suis avec Maxime ici présent. Et nous sommes tous les deux étudiants, respectivement à Paris 8 et Paris 10. Alors, nous sommes avec Marie-Josée Malice. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que ça va déjà ce soir? Oui, ça va, merci. Très bien. Bonsoir. Alors, je vais résumer un tout petit peu votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément dans la salle, très vite. Alors, vous êtes normalienne. Vous avez mis en scène principalement des auteurs comme Kleist avec Le Prince de Hombourg, Robert Walser, Pirandello, beaucoup avec La volupté de l'honneur, On ne sait comment. Et prochainement ici, au CDN d'Aubervilliers, en mars, vous allez mettre en scène Vêtir ceux qui sont nus. Alors avant d'être directrice de la commune, vous avez travaillé avec la compagnie La Ievantina, dont vous êtes directrice et metteur en scène. Et ça depuis à peu près 20 ans maintenant. Alors, juste une petite question rapidement, c'est pas vraiment dans le cadre des questions qu'on va poser, mais à quand remonte vraiment votre relation avec Molière? Parce que je crois savoir que ça fait longtemps que vous intéressez à cet auteur. En fait, cela remonte à un épisode de mon enfance où une compagnie ambulante était venue jouer un spectacle sur la vie de Molière. Et je me souviens que j'étais tombée amoureuse de l'acteur qui jouait Molière. Et j'avais pris une bicyclette, enfin j'avais ma bicyclette, et je les suivais de village en village. Je partais avec... et je me souviens que j'avais mis dans ma bicyclette une fois un enregistreur à cassette pour enregistrer le spectacle. J'y repensais il n'y a pas longtemps, et je pense que j'avais à peu près 10 ans. Voilà, et je crois que c'est de là qu'est né aussi mon amour fou du théâtre, en fait. C'est en écoutant raconter comme ça par des comédiens, incarner la vie de Molière. Et après, j'en avais fait l'auteur sur lequel devaient porter mes études universitaires, en fait. Voilà. Alors, je rappelle le cadre, au cas où si des gens viennent d'arriver. On est en présence de Marie-Josée Malice et en présence d'une partie du public avec qui on vient de voir la 5e représentation de Don Juan. Alors, on va commencer par vous demander pourquoi monter Don Juan aujourd'hui, en 2017, et bien sûr, en quoi la figure de Don Juan permet de penser l'époque actuelle. En fait, avant de penser à, enfin de raisonner par une thématique ou une problématique, je dirais que d'abord j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait encore me faire du théâtre, en fait. Donc c'est toujours une question d'abord interne au théâtre. Et c'est très difficile de trouver les aliments véridiques nécessaires pour continuer à faire le métier, sans le faire de manière mécanique ou quoi. Et donc je cherchais quelque chose qui nous fasse faire du théâtre, en fait, qui nous remette en route. J'avais le sentiment d'être arrivée à la fin d'un cycle, pour moi-même, en fait, fin d'un cycle de mise en scène. Je me sentais aussi menacée, non pas d'anémie, mais d'une radicalité telle. Je me sentais, en péril d'extinction. Je me disais, j'ai tellement poussé le théâtre à ses limites, quant à moi-même. Je ne dis pas que j'ai fait des choses radicales pour le siècle, mais pour moi-même, j'avais l'impression d'avoir cherché à tellement le pousser dans ses limites que j'avais peur de l'avoir perdu. Et j'étais en crise un petit peu, je ne savais plus quoi monter. Et puis j'ai pensé aux acteurs, et puis je me suis demandé qu'est-ce qui ferait du bien à mes acteurs, en fait. Qu'est-ce que je pourrais faire pour eux, me souvenant que le théâtre, c'était les acteurs, en fait. Et donc j'ai pensé tout d'un coup, voilà, Molière, Don Juan.
Je les voyais tous. J'avais tous mes amis, en fait. Et j'ai relu la pièce, du coup, avec cette espèce d'intuition. Et alors, la deuxième étape, c'est que j'ai été bouleversée parce que la pièce m'est apparue comme une énigme. Bonsoir. Bonsoir. On remercie les acteurs d'être avec nous ce soir pour ce bord plateau. Et on vous laisse continuer, du coup. Ce qui m'a touchée énormément, c'est que je pensais que je disposais d'une interprétation de la pièce, mais quand je l'ai relue, elle m'a semblé extraordinairement compliquée et presque opaque, en fait, en tout cas une énigme. Et je me disais, il y a quelque chose à aller résoudre, en fait. Elle demande à ce qu'on la prenne, à ce qu'on l'interprète, en fait. Et c'était la première fois, je dirais, que j'ai mis en scène une pièce et que, commençant les répétitions, je n'étais pas sûre de disposer d'une hypothèse solide sur la pièce. J'avais l'impression d'avoir affaire à une énigme théâtrale, en fait. Et j'étais assez courageuse comme ça, parce que j'aimais bien, j'avais lu une phrase de Louis Jouvet qui dit que c'est une pièce qu'on ne comprend pas tant qu'on ne l'a pas mise en scène. Et je trouvais ça bien. Je me suis dit, alors c'est bien, parce que bon, j'ai totalement confiance en Molière. Et je savais qu'il y avait quelque chose à aller trouver, comme on va essayer de résoudre une énigme. Et bon, c'est en faisant que j'ai compris pourquoi on montait Don Juan aujourd'hui. Elle est, bon, je pense que vous l'entendez, elle a une puissance de scandale incroyable. Elle fait le point sur beaucoup de choses, de la politique, de l'idéologie, des déterminations, des raisons qu'on a de vivre. Bon, voilà, et elle est pour moi aussi parcourue d'un motif essentiel, qui est que pour moi, Don Juan est malgré tout un adorateur de la terre, qui prononce comme ça la nécessité d'un amour immanent, d'une adoration de la terre plutôt que du ciel, et que j'ai finalement aimé follement, en fait. Et évidemment, pour finir, pour revenir aux raisons premières, qui étaient des raisons de théâtre, ce qui nous a bouleversés, je crois, c'était de voir à quel point la pièce était une pièce expérimentale, totalement exploratoire pour le théâtre, en fait. Voilà, elle mettait en jeu des tensions théâtrales, voilà, qui étaient du coup une machine théâtrale merveilleuse, en fait. Bon, mais je réponds pas très bien. C'est trop grand comme question. Du coup, peut-être par rapport aussi à la question des acteurs que vous avez évoquée, moi j'avais l'impression, en vous voyant tous jouer, que les acteurs étaient très libres finalement et semblaient être vraiment au cœur du spectacle, au cœur de la création même de la pièce. Ils prennent du temps de jouer, de vivre vraiment leur personnage. Et du coup, le texte est assez étiré, il prend le temps, je trouve, et donc on a l'impression que ça renouvelle un petit peu la perception, on l'entend différemment, du coup, le texte. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça. Comment travaillez-vous avec les comédiens sur ce projet par rapport au texte, par rapport à leur direction d'acteur, en fait? Bon, d'abord, il y a un principe qui est positif et qui est le premier, c'est de prendre très au sérieux ce qui est dit, tout simplement. Et donc, par exemple, tout simplement, d'essayer de croire que ce qui est dit est littéralement dit, comme dit Rimbaud, ça dit ce que ça dit, et il faut donc, dans le détail, essayer de comprendre ce que ça dit. Ça, c'est très... comment dire, c'est le premier principe de travail, en fait. Le deuxième, c'était de croire aussi que Don Juan, par exemple, disait toujours la vérité. Disait qu'il fallait écouter ce qu'il avait à dire, en fait. Donc, ça, c'est un principe aussi que moi, j'applique toujours à l'interprétation des textes. C'est-à-dire que j'essaie toujours de faire crédit aux énoncés et de penser que les énoncés sont porteurs de vérité. Et ensuite, évidemment, ça, ce sont des outils qui nous permettent justement de ne pas traiter le texte
comme une machine, comment dire, théâtrale, mécanique, où la force, comment dire, élocutoire, intonatoire, prosodique, la machine théâtrale, le bestiau théâtral, où ça l'emporterait sur notre capacité à nous à le penser pour nous-mêmes et donc à pouvoir l'énoncer pas à pas en réfléchissant, en pensant ce qu'on dit et en essayant à chaque fois de rendre justice, comme dit la pièce, aux grandes questions qui sont posées et à tous les motifs qui sont traités, quoi. Donc pour ça, il faut en effet donc être dans cette perspective-là, affirmative, ne pas traiter le matériau de loin, ne pas être distancié, mais vraiment, c'est Lacan qui dit ça, il faut être littéral, être avec la lettre même. Voilà. Et ça, évidemment, c'est un outil qui permet justement d'empêcher tous les effets mécaniques ou inertes ou la force d'inertie qui viendrait du théâtre lui-même. Parce que ça, Juan et Olivier pourront en parler, il y a des effets théâtraux très puissants, ne serait-ce que les costumes. Donc pour les empêcher d'agir à notre place, pour empêcher par exemple que le costume crée l'être de Don Juan, pour empêcher que la prosodie nous fasse parler à sa place, il faut exercer comme ça une puissance de littéralisation et de pensée, se dire qu'est-ce que ça dit. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et du coup, à chaque fois qu'on n'entendait pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait qu'on se disait qu'on n'entend pas, c'est qu'on pouvait soupçonner qu'il y avait dans les déclarations, il y a des noyaux atomiques. On sait qu'on pouvait soupçonner qu'il y avait à chaque fois une puissance subversive ou de vie, comme ça, une puissance de vie qui était là. Et que quand on ne l'entendait pas, quand on s'endormait un petit peu dans le ronron, alors on pouvait penser qu'on n'avait pas fait notre travail et qu'il fallait chercher plus loin. Qu'il fallait chercher qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit. Et c'est comme ça qu'on travaille en fait. Donc pas à pas. Alors du coup, vous avez parlé de la machine théâtrale. En dehors du travail avec les acteurs, il y a dans toute la scénographie et dans toute la mise en scène, on le ressent, un besoin de faire voir le théâtre comme un lieu, de faire voir l'espace théâtral. Et alors, pourquoi ce désir de faire voir l'espace et en quoi est-ce important ? Bon, d'abord, pour une raison toute bête, mais qui n'est pas la principale, d'abord c'est une pièce à machine. Hein. Donc c'était déjà un hommage au fait que Molière, à ce moment-là, convoque ce qu'on appelle la machine théâtrale, et donc s'amuse comme ça, crée avec des registres qui ont à voir avec le fantastique, introduit du baroque dans la prosodie classique, enfin, donc, et fait travailler la machine théâtrale, hein, ne serait-ce que parce qu'il y a le commandeur, mais on sait aussi, puisqu'on a des descriptions de la scénographie première, on sait qu'en fait, en effet, c'était une machine, et plutôt une machine très luxueuse, en fait. Les changements d'actes étaient puissants, il y avait donc des toiles, etc. Et pour nous, c'était quand même très, comme ça, très émouvant de rendre hommage à ça. Mais la vraie question, c'était que moi, ce qui m'a passionné dans la pièce, c'est que je me suis dit, voilà, enfin bon, c'est connu, voilà, la pièce, elle est écrite juste après la grande crise que connaît Molière et qui est la crise du Tartuffe. Hein. Et en fait, tout son optimisme théâtral a été mis à mal, mis à bas par la crise du Tartuffe, en fait. Molière pouvait penser jusqu'au Tartuffe qu'il s'adressait à un siècle qui le comprenait et que ce qu'il avait à dire à son siècle serait parfaitement admis par les gens dans la salle et qu'au fond, les gens partageaient la même intelligence que lui. Et puis le Tartuffe brise. Hein, et c'est une crise majeure, en fait, une crise spirituelle majeure, parce que c'est un artiste qui croit. C'est une crise comparable à celle de Platon avec les sophistes. Molière est convaincu d'avoir fait une démonstration parfaitement évidente que son Tartuffe est un hypocrite et que donc c'est un faux dévot. Or, il est attaqué
pour avoir, dit-on, mis à mal la religion. Et donc, il y a là un pacte d'intelligence qui vole un éclat. Il se dit, mais j'ai pourtant bien montré que ce type n'était pas le représentant de la religion, et on me fait un procès. Donc, il y a une incompréhension, surtout une mauvaise foi du siècle. Et donc, à ce moment-là, je pense que Molière se demande comment continuer à faire du théâtre comique quand il y a séparation entre le poète comique et le public. Quand on ne partage plus tout à fait la même lecture du monde et quand on ne peut plus avoir confiance tout à fait dans la bonne foi du public ou dans sa capacité à nous suivre. Et donc, je pense que du coup, la pièce est aussi une méditation sur le théâtre. D'où l'importance pour moi qu'on voit que cette pièce est une expérimentation théâtrale. Elle est une expérimentation théâtrale. Et elle, quand on l'a travaillée, on s'est rendu compte qu'elle était un monde entier théâtral, qu'il y avait tout, tous les registres théâtraux, qu'il y avait comme ça une méditation sur qu'est-ce qu'on vient faire ici, quel est cet espace de jeu, comment, voilà bon. Donc c'est ça qu'on et surtout comment continuer à faire du théâtre en fait. Pour Molière aussi, il me semble. Hein, voilà, d'où le fait. Bon, moi j'ai toujours aimé le fait que au théâtre on se dise voilà, je suis au théâtre, qu'est-ce que je suis venu faire ici, qu'est-ce qui m'y arrive. Et qu'on ait la joie, si tout se passe bien, si on travaille bien, qu'on ait la joie de se dire ah voilà, c'est pour ça que je suis ici. Et je pense que c'est ça que doit procurer une représentation, le sentiment, tout d'un coup, la révélation ou le réveil, comme ça, de la confiance, le réveil de cette simple évidence que quand on vient au théâtre, on vient y chercher quelque chose et que parfois on le trouve. Voilà. Et c'est bon de sentir qu'on y est pour ça. D'accord. Et du coup, peut-être pour illustrer un peu plus précisément ce que vous venez de dire, par rapport à la scène du pauvre notamment, qui est une scène emblématique du théâtre, du Don Juan, souvent on en parle très souvent de cette scène. Comment l'avez-vous appréhendée? Quels ont été vos choix finalement pour cette scène? Vous avez quand même un parti pris très, très fort. Pour quelles raisons? Je pense que la lecture est très évidente. La scène du pauvre, évidemment, on a cherché qui était le pauvre aujourd'hui et aussi qui aujourd'hui pouvait tenir le point que pose Molière et qui est celui, en effet, qui pourrait dire non, je préfère mourir de faim plutôt que de renier ce à quoi je crois. Et qui, donc voilà, voilà, faisant enquête sur la figure, tout simplement, on a pensé à Midou, qui est un ami qui participe à l'école des actes, voilà. Et donc avec qui moi j'ai discuté pour savoir s'il accepterait, en effet. Et donc quand on a mis en scène la pièce, il est là, Midou. Quand on a mis en scène la scène, point par point, on lui a demandé, bon, Amidou, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça te gênerait de nous montrer comment tu pries? Enfin bon, des choses comme ça, quoi. Enfin bon, parce que pareil, on avait besoin d'un effet de littéralisation de la scène, en fait. Voilà. On voulait pas un pauvre mythique, en fait. On voulait un pauvre. Enfin, on voulait savoir qui c'était aujourd'hui, en fait. Je crois. Et évidemment, il s'agissait aussi de voir sur quelle figure venait percuter de manière un peu comme ça, un peu frappante, la question du blasphème, en fait. La question de à qui, sur quelle figure vient comme ça frapper la proposition dingue de Don Juan, qui est de séparer l'ordre de la vie matérielle de l'ordre de la croyance, en fait. Et donc, on se disait, mais qui aujourd'hui serait concerné par la question du blasphème, en fait. Mais alors, du coup, c'était la première fois que Amidou montait sur scène, c'est ça? Et alors, du coup, comment s'est passé le travail avec lui concrètement, techniquement? Comme avec tous les autres. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, parce que, bon, comme vous le voyez, on a un système théâtral qui admet tous les registres de jeu, en un sens. Après tout, même tous les acteurs qui sont là, de tous les acteurs qui sont là, je pense qu'aucun n'a en un sens, la même nature d'acteur. Ils sont nature d'acteur.
vous êtes tous très différents les uns des autres. Il y a une espèce comme ça de feuilletage, je trouve, très très varié. Donc Amidou est un acteur qui apporte sa propre différence, enfin, quelqu'un qui est là comme les autres, singulier. Et toujours avec des gens comme Amidou, ça va très vite parce qu'en fait, dans la mesure où il sait pourquoi il est là, il pense à ce qu'il dit, c'est plutôt un peu un peu le maître en fait. C'est lui qui fait une sorte de, comment dire, qui établit comme une sorte d'étalon de la véracité, enfin de la véridicité. Il est là pour lui-même en fait. Voilà, donc ça va très vite en fait. Ça va très vite. Après, ce qui est plus compliqué, c'est pas tellement la direction d'acteur là pour le coup, c'est plutôt la mise en scène qui est plus compliquée. C'est-à-dire trouver les bons actes, trouver les choses justes en fait. Voilà, les dosages ou les actes justes. Voilà. Ça c'est un peu plus compliqué, mais ça c'est plutôt ma partie à moi qui était compliquée là. C'était pas de permettre à Amidou d'interpréter le pauvre, en fait, pas du tout. Par exemple, ce qui était compliqué, c'était où va-t-il dire non, voilà, je préfère mourir de faim. J'aime mieux mourir de faim. Ce qui était compliqué, c'est de se demander est-ce que je lui demande en effet de se mettre à genoux, de nous montrer comment il prie, des choses comme ça, mais qui sont des petites opérations que moi je dois faire. Mais bon, pas la direction d'acteur. Oui, c'est vrai qu'en plus, durant la pièce, il y a aussi un grand mélange des genres au niveau du jeu. On a des jeux, un Elvire qui est assez tragique, je ne sais pas, ouais, assez tragique finalement. On a un Sganarelle qui est très bouffon finalement. Et on a un grand mélange des genres en fin de compte. Et est-ce que c'est un point qui vous semblait important à accentuer? Est-ce que c'est pour vous inhérent à la pièce et de toute façon, il fallait juste le montrer simplement? En fait, ça, c'est le genre de choses qu'on découvre en travaillant, justement. C'était ça, la merveille. C'était que, bon, alors on prend le temps de tout faire, et puis du coup, en effet, on s'aperçoit que, par exemple, les déclarations de Don Juan sont plutôt philosophiques. Elles sont tout à fait étonnantes. Sur le plan intellectuel, si on les écoute, voilà, c'est des déclarations qui font le point sur l'état presque de la connaissance, le rapport à la science, le rapport au cosmos, le rapport à l'adoration. Que faut-il adorer? Le ciel ou pas? Non, la terre, son rapport à la beauté, son rapport à l'existence. Enfin, donc on se disait, mais c'est incroyable. Voilà. Par exemple, Don Juan, lui, il est théorique, il est théoricien. Et puis, Sganarelle est hautement, en effet, comique, c'est entièrement le rôle, c'est l'invention de part en part de tout le comique occidental, en fait. Parce que Sganarelle a tout, en plus, il a la comédie, la farce, le burlesque, enfin, on sent que Molière le fait bouger dans tous les sens, en fait. Le teste avec lui, tout un tas de... Et puis, en effet, arrive Elvire, et on se demande, mais que vient-elle faire? Et on s'aperçoit, sans doute, que pour Molière, elle est venue faire ce que Molière a toujours rêvé de faire, je crois. Elle est venue enfin introduire la tragédie dans la comédie. Elle introduit les larmes. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça que la pièce est expérimentale. Je pense que c'est un moment où Molière teste tout et arrive à tout faire. Et alors pour nous, c'était génial parce qu'on était passionnés par un chant comme ça, un registre. On était pleinement dans le registre. Et l'instant d'après, on se rendait compte qu'on pouvait, sans transition, passer à un autre registre en fait. Et que la pièce le permettait totalement. Et ça nous éblouissait en fait. Et c'était une autorisation, il y a une espèce comme ça de totale liberté, d'autorisation donnée par Molière à tout vouloir et tout tester en fait. Et évidemment, ce qui après nous met en confiance et fait qu'on a envie en plus de s'amuser, de faire des impros, de se dire jusqu'où va-t-on pousser l'audace en fait, l'autorisation qui est donnée par Molière à continuer à fabriquer du métathéâtre, du jeu avec les registres, jusqu'où peut-on aller? Et je pense que franchement, si on n'avait pas un spectacle à faire, bon, déjà on n'est pas très raisonnable puisqu'il dure trop longtemps, mais si on n'avait pas un spectacle à faire, je pense qu'on pourrait... moi, à un moment, je me suis dit qu'il faudrait faire un Don Juan en 2 parties et que les 2 parties durent 4 heures chacune. Parce qu'on aurait vraiment de quoi faire, en fait.
On voit qu'il y a un très grand désir donc, de transmettre le théâtre de Molière, mais aussi de transmettre beaucoup, en fait, à travers votre démarche. Et est-ce que vous pensez, du coup, que c'est un rôle qui est assez important pour un metteur en scène aujourd'hui? Molière. Non, de transmettre Molière. De transmettre, tout simplement. Je sais pas, en fait. Je pense que sans doute oui. Mais moi, je dirais d'abord que, étrangement, en fait, je le dirais pas comme ça. Je sais pas, c'est pas la loi à laquelle j'obéis. J'obéis à une autre loi qui est que j'essaie de trouver les moyens de maintenir mon rapport de nécessité, de nécessité au théâtre. Donc j'essaie de faire du théâtre pour moi-même, très égoïstement en fait, enfin très simplement. C'est-à-dire que je cherche d'abord à trouver pour moi-même, hein, qu'est-ce qui me tient dans le théâtre en fait. Quand j'ai trouvé, alors oui, j'aimerais que tout le monde le sache, tout le monde en profite. Mais je ne dis pas d'abord, ah tiens, je vais faire un Molière parce qu'il s'agit de transmettre Molière. J'essaye d'abord de continuer à me demander, mais qu'est-ce que c'est le théâtre en fait? Et oui, alors après, en effet, quand on a la gratitude d'avoir trouvé quelque chose qui nous fait vivre, enfin qui nous met en joie comme ça, alors ouais, on a envie D'ailleurs, c'est vrai que là, les quelques jeunes metteurs en scène avec qui j'ai parlé ces derniers temps, je leur ai dit, tu dois monter Molière, hein, tu dois le faire. Enfin, j'ai quasiment conseillé à tous les metteurs en scène de le faire, parce que je voulais qu'ils en profitent aussi, quoi. Mais ouais. D'accord. Peut-être une dernière question plus générale, du coup, en tant que metteur en scène et directrice de ce théâtre, quel est pour vous le rôle du théâtre dans la société, dans la cité quelque part? Quelle est pour vous la place du théâtre? Est-ce que pour vous, par rapport à ce que vous disiez justement sur l'importance de faire un théâtre qui vous plaît, comment conciliez-vous cette envie-là avec justement votre position aujourd'hui? Je suis fatiguée, alors il me semble que j'ai passé mes 4 années de direction à répondre à cette question. D'accord. Mais non, mais Répondez pas, je c'est pas comprends. grave, Non, je vous en prie, pardon, hein. je veux pas vous, au contraire. Comme vous voulez, hein, c'est pas... C'est plutôt par scrupule parce que je me sens fatiguée pour répondre à ça. Mais je dirais, comment vous dire ça? Il faut quand même des espaces de pensée où les questions de notre vie en commun soient posées. Et il faut qu'on sente que ces questions de notre vie en commun, en effet, elles touchent l'humanité, elles concernent l'humanité, en fait. Elles concernent la possibilité que nous avons ou pas de vivre notre vie d'homme, en fait. Et je pense que le théâtre sert à ça. Il faut un espace où on vient examiner en commun, hein, qu'est-ce que c'est que vivre dans ce monde, en fait. Alors pour moi, le théâtre, c'est le laboratoire des conditions par lesquelles on va pouvoir continuer la politique, la vie en commun, l'amitié, l'examen amical et sérieux et probe des grandes questions. Et du coup, c'est un espace public, il n'y en a plus beaucoup. On est tous penchés sur la question. On s'aperçoit qu'elle traverse des êtres humains, parce qu'il y a des acteurs. On voit ce que ça fabrique pour eux, la question d'illumination, de joie, de douleur. Enfin, ça fabrique de la vie, des sujets. Voilà. Et je pense que si on n'a pas ça, eh ben, si on n'a pas le théâtre, il nous manque un espace qui fabrique du coup, enfin qui permette, comment dire, de réfléchir encore aux conditions par lesquelles on pourra continuer à avoir du courage, continuer à croire à quelque chose, continuer à bâtir ensemble un monde, à quelles conditions on pourra le transformer. Enfin, pour moi, c'est ça le théâtre, en fait. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être donner la parole au public si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des remarques à faire, on va vous passer le micro.
Alors, tout d'abord, félicitations à toute l'équipe, donc très variée et complémentaire, pour une pièce assez universelle pour moi, puisque Don Juan représente tous les hommes en général pour moi. Et ma question, c'était, est-ce que vous avez pensé à faire plus d'interactions avec le public? J'ai vu que vous avez par exemple laissé la lumière allumée comme à l'époque. Mais pour adapter, par exemple, à nos jours, hein, si vous avez pensé à ça, voilà, utiliser plus de rapports entre comédiens et le public. Bon, avec quand il y a eu la nourriture qui est passée, donc c'était très intéressant. Et la deuxième question, c'était pourquoi ne pas avoir trop utilisé l'espace de la scène? Ça m'a semblé inexploité un peu. Est-ce que c'était exprès? Voilà, c'est ma question. Je sais pas. Alors, au départ, je m'étais même demandé, comme j'ai toujours peur de faire un théâtre beaucoup trop abstrait, etc., je me dis toujours que je vais faire autre chose. Alors, au départ, je m'étais dit qu'on commencerait Don Juan en demandant au public qui dans la salle ne connaissait pas l'histoire de Don Juan et qu'on allait donc prendre ceux qui auraient dit qu'ils ne la connaissaient pas et jouer, les extraire et jouer pour eux. Voilà. Donc, ça aurait été l'interaction maximale pour moi, vraiment de distinguer des gens et de leur expliquer quasiment, enfin, de jouer pour eux. Bon, on l'a pas fait, donc, et il me semble que là, l'interaction qu'on met en œuvre, elle est expérimentale, au sens où on voit bien qu'on teste des trucs. Bon, on les teste, on les fait pas jouer à plein régime, c'est comme des esquisses. Voilà, c'est juste une petite dialectique pour faire sentir qu'il y a cette possibilité, cette liberté-là, mais on ne la systématise pas. Et ensuite, peut-être que la scène vous paraît sous-exploitée, parce que malgré tout, c'est quand même une théâtralité très, très comment dire, minimale que la nôtre. Hein, elle prononce quelque chose, hein, là-dessus, elle prononce ma théâtralité. Elle cherche justement à ne pas être une théâtralité toute puissante, saturée, spectaculaire, comme on dit, mais au sens de... Elle ne cherche pas à impressionner par des effets massifs. Elle laisse toujours du vide. Elle laisse la possibilité que vous avez aussi d'être avec nous, de compléter le schéma par votre propre pensée. Et surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'à des faits, il s'agit pour nous tous, lors d'une représentation théâtrale, de devenir d'autres sujets, enfin d'atteindre une subjectivité commune qui est autre, qui n'est pas là au départ. Et ce chemin que nous devons tous faire, poser des questions ensemble, etc., moi je pense qu'on ne peut le faire, enfin de mon point de vue, hein, on le fait justement comme ça en laissant la place du jeu, en laissant la possibilité de réfléchir, de penser, de rêver, de compléter, si c'est trop, si ça s'exerce trop fortement sur vous, ça ne vous laisse pas la place d'être un sujet en capacité de réfléchir par vous-même, en fait. Voilà. Donc c'est toujours une théâtralité qui passe par en dessous. Cela dit, là, on s'amuse bien. Hein. On passe par en dessous, mais de temps en temps, on s'énerve aussi. Enfin, on passe par-dessus, quoi. Enfin, il y a des excès aussi, hein, mais pas toujours. Voilà. Mais je ne sais pas si je vous réponds, parce que j'ai l'impression que vous avez un truc en tête quant à l'interaction, mais... En fait, ce serait plus, merci, ce serait plus ni comique ni tragique. Ce serait un peu plus, on se sentirait plus concerné. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas une direction d'acteur. Hein, c'était juste une question par rapport à ce que je me demandais. Par exemple, parce que des fois, vous vous êtes, par exemple, Don Juan, vous vous êtes adressé à nous et vous avez posé une question. Et moi, j'avais envie de répondre. Et en fait, du coup, j'ai senti qu'il n'y avait pas la place. J'ai senti qu'en fait, ce n'était pas une question vraiment adressée à nous. Alors, du coup, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû me taire? Non, je ne sais pas si...
Mais bon, c'était pas une proposition, c'était juste une question. Oui, mais c'est toujours un peu conventionnel, vous avez raison. Vous avez raison. Le micro arrive. Non, mais sur ce plan-là, moi je trouve quelque chose qui était particulièrement réussi, pourtant que vous faites généralement, mais qu'il a été particulièrement réussi dans la diction, la fragmentation de la diction, la lenteur, etc., fait que on a l'impression de penser avec vous. Voilà. Et donc non pas que les acteurs nous donnent quelque chose à penser, parce qu'ils nous donneraient un texte, mais que donc on a, enfin moi j'ai vraiment l'impression qu'on a pensé avec vous, qu'on pense en même temps que vous, je sais pas quoi, enfin que, et à ce titre-là, pour moi c'est quand même une réponse à la question qui vient d'être indiquée, parce que on a le temps de penser avec vous, donc on est dedans. Alors bon, après, la question de savoir si on répond aux questions, à mon avis, est assez secondaire par rapport à ça. Enfin, et donc ça donne quand même l'impression que le texte arrive. C'est pas qu'il est donné, c'est qu'il arrive. Il vous arrive, il nous arrive, parce que y a un temps pour qu'il arrive, le texte, qu'il advienne, je ne sais pas. Enfin, donc on n'a pas l'impression qu'il y a une diction d'un texte qui serait déjà là et que vous réciteriez plus ou moins bien, etc. Mais qu'il advient, il arrive, et que nous, on peut en même temps, il nous arrive en même temps qu'il vous arrive. Enfin, ça, je trouve, c'est vraiment particulièrement réussi, et c'est ce qui donne quand même le fait qu'on se sent. Enfin, non, il y a beaucoup d'autres choses, mais enfin, mais qu'on arrive à tenir dans la durée, quoi. Enfin, puisque. Bah, moi, je suis un peu embêté parce que c'est exactement le contraire qui s'est passé avec moi. Cette manière de me parler très très lentement, ça m'a beaucoup perturbé. J'étais venu avec une amie qui est partie, mais qui est restée jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est par politesse ou si... Mais je crois pas. Et j'avais peur au début. Moi, je n'entrais pas vraiment dans ce qui se passait. Donc, je ne pensais pas du tout avec vous. Au contraire, je pensais absolument seul. Je parlais et je me rendais compte que ça fait 5 minutes que je n'écoute pas ce qu'il dit. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans la pièce. Et je me disais, c'est encore pire pour ma voisine. Bon, c'est pas grave. Bon, peut-être que c'est la liberté que vous voulez nous donner, de dire vous avez le droit de penser à autre chose. Et effectivement, je me suis permis de penser à autre chose. Et c'est pour ça que même si je me suis parfois un peu ennuyé, c'était pas désagréable. Et c'est pour ça que je suis resté jusqu'au bout et que je voulais rester pour ça. Et donc je reste sur l'ennui. C'est par rapport donc aussi au personnage de Don Juan. J'ai eu la sensation que vous vous ennuyiez. Je ne sais pas si c'est le personnage qui s'ennuyait ou si c'est l'acteur, mais même si c'est le personnage, c'est une question. Notamment, c'était très flagrant dans les 2 personnages qui viennent vous voir lorsque vous êtes chez vous, vous dînez là. Donc il y a votre père et il y a Don Elvire. Voilà. Et les 2, ils vous font un discours, et bien les 2, le discours, vous ne voulez pas l'entendre. Et vous vous ennuyez. Et du coup, je vous vois qui vous ennuie, et moi, je m'ennuie et j'écoute pas. Et j'ai pas écouté les discours, pourtant j'ai eu la sensation que c'était très bien joué, le discours, mais j'ai rien entendu. J'ai juste pas réussi à être attentif à ces 2 discours. Parce que je me dis, Don Juan ne réagit pas, je suis avec Don Juan. Et comme s'il y avait, pour qu'un discours, pour que je me concentre et que j'écoute un discours, le besoin qu'on me montre l'exemple, ou que quelqu'un soit là en réaction affective. Peut-être c'est lié à ce que vous avez dit Don Juan nous a paru très théorique, ben, moi aussi, et il m'a paru un peu désincarné. Ce qui est paradoxal, parce que j'ai vu d'autres pièces, je me permets de vous dire ça très franchement, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites généralement, et notamment ce que vous avez fait dans La volonté d'honneur, j'avais été absolument convaincu. Donc là, je vois quelque chose, je vous vois différemment, je sens plus de distance. Toutes ces questions, je ne sais pas. Oula, d'abord la distance. Non, d'abord dans le Molière, quand le père rentre, c'est eux qui parlent. Hein. Moi, je ne fais qu'écouter. Hein. Il n'y a pas de réplique pour interagir avec eux déjà. Donc, d'abord, je ne m'ennuie pas, je n'ai pas le temps. Non, je regarde mes camarades, j'écoute mes camarades. Non, je ne sais pas où vous avez pu voir de l'ennui. C'est loin de l'ennui, alors, mon Dieu.
ça travaille tout le temps, quoi. Non, non, le père, c'est dit, hein, il le dit d'entrée, vous n'êtes pas content de me voir. Donc, moi, je suis contre le mur et je l'écoute simplement. Mais je ne peux pas être en accord avec ce qu'il dit. Enfin, je ne sais même pas que je suis en accord avec ce qu'il dit, c'est que je l'écoute simplement sans montrer non plus de l'ennui, mais tout ce qu'il me dit peut m'ennuyer, oui, puisque je le dis ensuite. Et Mouret. C'est même pas écrit comme ça, littéralement, c'est pas écrit comme ça. Il lui dit simplement, il lui dit rien, il lui dit si vous étiez assis, vous en serez mieux pour parler, point. Il y a souvent rien à faire, quoi. Et moi, ce que j'apprends souvent, c'est d'arrêter de faire et d'être simplement là. Donc, et j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, on ne peut pas interagir. Qu'est-ce que j'aurais pu faire Molière ne l'écrit même pas comme ça. Il lui donne une réplique, c'est tout. Une seule réplique. Comment imaginer qu'il pourrait être énervé ou c'est pas écrit comme ça, littéralement. Moi, j'ai senti, un Don Juan, le personnage de Don Juan, Oui. paradoxalement, parce qu'il a beaucoup de place aussi par les longs discours et par lentement, mais paradoxalement, j'ai senti un peu creux. C'est-à-dire que j'ai pas senti son émotion, son affect. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est un anglais flegmatique qui prend tout comme ça à la légère? Ça peut être un personnage. Okay. Ou est-ce que c'est un tourbillon? Donc c'est le personnage insensible. Moi, je vais vous dire, au début, quand j'ai lu cette pièce, quand Marie-Josée Malice m'a proposé, on s'est dit au téléphone, il y a du travail à faire parce qu'il faut tout enlever. Et moi, je suis arrivé en répétition en essayant de tout enlever, en enlevant un maximum. Mais j'ai un peu l'impression que, moi, en tout cas, en entrant en répétition, d'avoir un Don Juan pétrifié, quoi. Avec tout ce que j'ai entendu sur Don Juan, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai aimé lire, tout ce que j'ai vu comme spectacle que j'ai pas aimé, tout ce que j'ai vu. Je suis arrivé sur le plateau avec eux, j'étais le commandeur. Alors tout le travail a été d'enlever, quoi. Et Marie-Josée est allée... a été creusée pour essayer de voir qu'est-ce qui est écrit en fin de compte, et enlever tous les a priori qu'on peut avoir. Et il me semble, monsieur, que vous avez beaucoup d'a priori sur cette pièce, peut-être. Je me permets de... Parce que c'est dans un... Voilà. Voilà. Donc, mais mon travail, notre travail, enfin le mien, mes camarades, a été d'enlever tous ces a priori et de relire Molière, cette pièce. Et c'est un gros travail enlever la pierre et de revenir à la pensée de ce qui est écrit. Moi, franchement, pendant la scène du père, faire des commentaires sur ce que dit papa, il faut l'écouter simplement. Et puis, à la fin, une fois qu'il est parti, il lui dit « crève ». C'est tout. Bonsoir. C'est violent, mais c'est comme ça. Bonsoir. Bravo pour cette très belle mise en scène. J'avais deux questions. La première, c'était sur la fonction de la musique. Je voulais savoir si vous l'associez particulièrement à la gravité, parce que je trouve qu'elle intervient souvent quand le discours ralentit et quand il y a quelque chose qui prend une tournure grave. Et la deuxième question, c'était sur la façon dont dans le travail advenaient les ajouts, d'abord les redoublements de texte, les arrêts redoublements, et parfois les ajouts de textes, donc des expressions qui ne sont pas écrites par Molière. Oui, il y a peut-être plusieurs manières de travailler avec le son. Avec parfois, je dirais le premier, un des morceaux récurrents, le Cancelli, c'était plutôt, comment dire, presque une sorte d'usage quasi thématique du son pour essayer comme ça d'introduire la dimension quand même extraordinairement, un peu, comment dire, scientifique de la pièce. Enfin, le fait que Molière, dans la pièce, fait aussi un peu le point sur les connaissances scientifiques de son temps et fait de Don Juan le porte-parole quand même de ces libertins qui commençaient à faire craquer
l'état de la connaissance, et notamment la représentation du monde religieuse, et qui commençait à, à prendre au sérieux les énoncés de Descartes, mais aussi les énoncés antérieurs des épicuriens, et qui revenait comme ça, qui proposait finalement une vision du monde matérialiste, hein, avec la question de l'infini mathématique, des choses comme ça. Et du coup, quand même, Don Juan porte ça. Hein, on entend ne serait-ce que sa déclaration, je crois que 2 et 2 sont 4, enfin, des choses comme ça, hein, mais aussi les déclarations qu'il fait à chaque fois sur la nature, sur le fait qu'il s'appuie sur la nature. Il s'appuie sur la nature plutôt que sur la morale. C'est pour ça qu'on s'amuse avec Corneille, mais il y a le choix étrange dans la pièce, enfin très fort comme ça, de dire qu'il vaut mieux suivre l'humanité dans sa pente naturelle que d'essayer de la contraindre, hein, par une idéologie vertueuse, moralisatrice, etc. Bon. Donc il y avait toute cette dimension, je dirais, scientifique que le Cancelli, c'est la musique la plus abstraite, hein, que vous avez entendue, pour nous véhiculer comme ça quand même. Et puis après, il y a un usage, un effet très, très affectuel pour le coup de la musique, quand on cherche en effet à transporter, à mettre en jeu les transports dans l'acteur, hein, les besoins qu'on a. Alors souvent, c'est des béquilles qu'on utilise en répétition. Moi, souvent, je les utilise d'abord, en effet, pour aider les acteurs à s'émouvoir, comme on dit, au sens de motion interne, émotion, motion. Et il y a des transports intellectuels, affectifs. Et aussi, je l'utilise parfois au début, quand on n'a pas l'espace complètement fait, parce que je l'utilise presque pour spatialiser, pour moi, quelque chose, enfin. Faire que le travail ne soit pas uniquement statique. Mais souvent, ces musiques qu'on a utilisées comme ça au début restent, parce qu'après elles sont comme dans la masse du travail. C'est comme si le travail, c'est comme si c'était teinté dans la masse, quoi. Et donc on les retire pas. Avant, j'avais honte. Je me disais que j'avais pas le droit, que c'était pas très bien, que c'était un peu trop lyrique, un peu trop pathétique et tout ça. Et puis maintenant, je m'en fous. En fait, je m'en fous parce que ce qui m'intéresse, c'est le bonheur des acteurs, en fait. Donc, et puis que je commence à être libre aussi sur une idée toute simple qui est que le théâtre, pour moi, et j'aime de plus en plus ça, est une sorte d'art impur, totalement bâtard, où on fait plein de choses qu'il ne faudrait pas faire, en fait. Mêlées, complexes, enfin, hétérogènes, enfin, où on utilise en effet des outils pour se fouetter, pour se mouvoir, le vrai, le faux. Et puis donc maintenant j'accepte, en fait. J'accepte d'utiliser les moyens lyriques, par exemple, si j'ai envie que ce soit lyrique. Voilà. Ça c'est pour le. Et puis vous m'avez posé une deuxième question qui était. Ah oui. Bon, les ajouts, on l'a toujours fait, hein, nous, on l'a toujours fait sur les Pirandello, sur les Kleist. Il y a toujours eu un moment où on s'est autorisé comme ça quelques béquilles. Hein. Évidemment, là, c'est plus visible parce que le texte est canonique, en un sens. Sur les Pirandello, c'est moins préhensible par le public parce que les gens connaissent moins le texte. On l'a toujours fait et c'est évidemment toujours au moment où on a besoin, comme ça, d'une espèce d'actualisation ou presque d'effroi politique. Comme ça, de bien signaler que là se joue quelque chose politiquement et éthiquement pour les acteurs qui ne peut pas être évité ou qui ne peut pas être négocié. Et donc à ce moment-là, bon, quand je sens que c'est un tournant, et c'est souvent dans ces ajouts que vous entendez mon interprétation, dans un sens. C'est par ces petites béquilles qui sont des forçages assumés, comme ça, qu'en un sens, je peux dire, je ne le fais pas exprès, mais je peux dire que si on faisait l'autopsie du spectacle, on s'apercevrait que voilà, il y a 4 ou 5 en effet prothèses, et je pense que ces prothèses seraient complètement symptomatiques au fond de ce que j'ai voulu faire dire à la pièce, en fait. Voilà. Là se joue mon choix d'interprétation, quoi. Donc ça a toujours été le cas.
Et puis, sur les improvisations, là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, tu sais, comme parfois on dit, par exemple, Monterbrecht, aujourd'hui, ce serait le réactualiser, hein, être fidèle. Et il me semblait qu'être fidèle à Molière, tout d'un coup, étant donné qu'on était joyeux et on aimait beaucoup travailler, il me semblait qu'être fidèle à Molière, c'était se redonner la possibilité de traiter le texte comme une matière à improvisation, chez Sganarelle en fait, notamment, parce que je me disais, après tout, le texte, il est figé comme un classique, mais vraisemblablement, il a été aussi inventé, il est inventé par le plus grand acteur comique de son temps, enfin, et sans doute de la postérité, et que du coup, c'est un texte qui a été trouvé par de l'impro théâtrale, en fait, ou par de l'imagination théâtrale. Et là, je me disais, bon, ben, alors on y va, on essaye. Donc on a testé, et on s'est aperçu que ça nous plaisait beaucoup et que ça donnait une vitalité la nôtre et agréable, en fait, juste. Voilà. Et puis c'était une manière aussi, évidemment, d'être un petit peu, comment dire, pas subversif, mais un petit peu gonflé, audacieux, canaille, avec l'idée du classique, en fait. Moi, j'aime bien, hein, puisque Juan le disait, dans le travail, on essaie justement de ne pas être sous le poids, les kilos de classicisme, de tradition un peu frelatée, mais on essaie de retrouver du jus, de ce qui fait naître les choses dans leur nécessité. Enfin, on essaie de trouver le moment où ça naît. Alors, on va pouvoir poser, je pense, une dernière question avant de finir. Alors, on va poser 2 dernières questions. Non, pardonnez-moi, moi c'était moins une question que pour rebondir un peu, mais peut-être pour prolonger les 2 versions différentes qu'on avait. Moi j'ai trouvé au contraire que ce qui était formidable dans Don Juan, c'est la dimension, on va dire, logique du personnage, quasiment axiomatique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pose ses décisions, ses rapports, sa manière de vivre. Elle est contradictoire avec tout ce que posent les autres, et il suit sa voie. Donc, ça ne lui donne pas, à mon avis, une absence de sensibilité, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui tient sa ligne, son rapport aux choses. Et alors, par contre, il y a quelque chose, je trouve, qui est particulièrement réussi sous l'angle plutôt de la sensibilité, c'est la connivence avec Sganarelle, qui est parce que souvent ils forment une espèce de duo, de tandem. Enfin, ils rigolent ensemble, etc. Et là, ça donne aussi une espèce de profondeur à l'un et à l'autre. Et ça fait que lorsque Sganarelle fait ses numéros, etc., Don Juan rigole à le voir, enfin le suit, etc. Donc il a à la fois cette puissance tenir une position logique sur le monde, quoi, axiomatique, il a ses propres décisions, et tout part de là. Enfin, c'est pas bon. Donc ça, enfin, c'était plutôt pour défendre le jeu. Non, je voulais poser une question sur la musique, parce que moi j'ai eu aussi, c'est pas tout à fait pareil. Peut-être quand la musique est en fond, là je comprends bien, et puis il y a des moments quand même, elle vient vers le public. C'est le cas dans La Passacaille, à un moment donné. Alors là, on se demande un peu pourquoi ça vient vers nous, quoi. Parce que c'est au moment d'Elvire à la fin, etc. Elle vient plus fort, et donc on se demande un peu, tiens, mais qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la musique, voilà. Alors que quand elle est en fond, ce que tu dis, on le comprend très bien. C'est-à-dire, ça fait partie de l'espace, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas tout à fait. C'est un peu comme quand Godard dit on fait un zoom, quoi. Alors on a l'impression qu'on fait un zoom sur la musique, quoi. Alors on se dit à ce moment-là, tiens, mais pourquoi un zoom sur la musique? Mais bon. Et là, j'avais une autre question, simplement sur les improvisations. Il y a que Sganarelle qui fait les improvisations ou quoi? Ça fait 3 questions. Oui, il n'y a que toi, Olivier, qui fasse... oui, il n'y a que Sganarelle. Et donc, avec la complicité de Juan, en fait. Hein, c'est le duo qui fait des impros. Ah, vous d'accord, ouais. C'est tous les 2. Bonsoir et bravo à tous. Moi, je voulais demander aux acteurs, quand on joue Don Juan de Molière, il y a l'histoire du théâtre qui arrive de manière très forte. Et à quel endroit concrètement dans le travail vous avez été témoin de cette histoire du théâtre? Qu'est-ce qui est arrivé je ne sais pas si c'est concret, mais de tout ce qui a été fait avant vous
Et là où presque inconsciemment, ça a pu venir vous coincer, si c'est venu vous coincer. Donc ça, c'était pour les acteurs. Et j'ai une autre question, c'est qui ce commandeur? C'est drôle. Alors, le commandeur, je réponds, après je laisserai. Le commandeur, c'est une espèce de montage infâme. Ah oui, le commandeur est un montage infâme. Je cherchais une statue kitsch. Hein. Je cherchais quelque chose qui, pour moi, le commandeur, c'est une espèce de la petite bourgeoisie, le mauvais goût, quoi. Et donc, c'est malheureusement, c'est le corps d'une statue qui a été faite en hommage à Martin Luther King. Une statue atroce, un contresens total que lui a rendu, un hommage que lui a rendu la statuaire américaine. Il y a donc un monument consacré à Martin Luther King où il est représenté comme ça, comme un crétin arrogant. Donc c'est son corps. Et la tête, c'est la tête de Cromwell, parce qu'on cherchait une tête de con. Bon, j'ai pensé à Franco, etc. Mais les têtes de... Je cherchais une statue, en fait. J'ai trouvé des têtes de con, mais elles étaient trop reconnaissables. Et puis c'est Babar qui joue, qui est notre cintrier, puis qui m'a dit, mais Cromwell, tu sais, avait une vraie tête de con. Et alors, en effet, bon voilà. Donc on a fait un montage, mais c'est sans intérêt. L'intérêt, c'était plutôt de trouver comme ça un commandeur un peu, une espèce de parvenu, quoi, de crétin, un parvenu, quoi. Voilà. Ouais, bah. Les acteurs. Et toi, Olivier, tu peux répondre sur l'histoire du théâtre. Bah si. Quand tu dis Asganarelle. Mais je ne sais pas trop quoi répondre. L'histoire du théâtre. Oui, bien sûr. Bon, à un moment, moi, je fais Louis Jouvet, par exemple. Je sais pas si vous voilà. Bon, c'est. Moi, ça ne m'a pas coincé, mais par exemple, quand je me dis que Molière, il a joué ce rôle-là, toujours, quand il a repris je me disais, tiens, c'est marrant, dans l'acte 2, par exemple, quand je suis là, j'écoute les autres, je me dis, tiens, il devait regarder, quelquefois, je me essayais de mettre un peu à sa place, je dis, tiens, il doit regarder les autres, et puis après, il va leur faire des notes, etc. Je me dis des choses comme ça, un peu. Même toutes les scènes, il y a vachement de scènes où, en fait, Sganarelle, d'ailleurs, c'est très agréable d'écouter les autres. Il écoute les autres, il regarde, et puis après, il intervient. C'est en pointillé un peu. Et je pense un peu à Molière qui a écrit ça, et puis qui est à la fois le directeur de troupe, et puis qui fait Sganarelle. Parce qu'en fait, je vois tout le monde défiler. C'est vrai, je vois toute la troupe défiler. Je pense à ça. Après, je pense à des choses que j'ai vues, que j'ai aimées. Mais ça coince pas, en fait. C'est beau de suivre des traces comme ça. C'est émouvant. C'est très émouvant, en fait. D'ailleurs, Olivier, il a une perruque et tout ça qui est... on l'a affublé de sorte qu'il ressemble à une gravure très célèbre qui représente Molière dans Sganarelle, en fait. La gravure où justement Molière est comme ça en train de saluer le public. Mais bon, c'est des choses qui nous font plaisir plutôt, en effet, hein, qui sont comme des ressources émouvantes, en fait. Toujours avec l'idée qu'on a que le théâtre est une chaîne. Non, pas ce soir, non. Des fois, oui, ça. Ce soir, non. C'est dans la vie du théâtre à l'époque de Molière, les gens sortaient, c'était du théâtre. Voilà. Donc ça pouvait être ça aussi. Mais ça n'était pas dérangeant du tout. Vraiment, ça ne m'a pas dérangé. Non, moi je dois dire que j'aime de plus en plus les salles qui bougent, quoi. Comme ce soir, ça a bien bougé. Et tout le travail depuis quelque temps avec Marie-Jo et avec vous, les camarades, c'est un espace ouvert, quoi. D'ailleurs, tout le monde est éclairé et les va-et-vient, s'ils sont faits discrètement, moi j'aime de plus en plus, quoi.
Ça ne me gêne pas. Les gens qui partent ou les gens qui reviennent ou les gens qui n'aiment pas, tout le monde est bienvenu. Non, puis moi je trouve que ça Je trouve atteste. ça bien. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais. Et il y a des gens qu'on croit qui n'aiment pas, mais qui sont allés aux toilettes ou qui. Le temps est tellement long que voilà. Il y en a qui dorment aussi, qui se réveillent au bout d'un moment. Moi je trouve que ça atteste aussi de la confiance qu'on peut avoir dans le théâtre. Étrangement, le fait que ça mette en péril le rituel, le ronron auquel on est habitué, en fait, le rituel installé, la convention, le fait que ça la mette en péril, mais en même temps, étrangement, ça réatteste, ça permet de le reprononcer. Et du coup, je pense qu'il faut être très courageux et très, comment dire, en effet, très hospitalier avec ça. Le moment est venu, peut-être pour moi en tout cas, où il est tout à fait normal qu'une salle craque, se défasse, se refasse, se compose à vue. Et je trouve que ça témoigne plutôt de la confiance que nous pouvons avoir. Alors qu'il y a tant de salles comme ça qui en apparence sont constituées, mais qui sont constituées par un pacte faible en fait, un dénominateur commun faible. Là au moins, bon, j'aime bien, c'est un peu périlleux, c'est un peu... il s'agit de construire quelque chose qui aura lieu ou pas, quoi. Et je trouve ça très bien, moi. Enfin, je trouve ça très bien. J'aurais voulu vous répondre sur la question du romantisme, des affects, etc. Mais c'est compliqué, votre affaire. C'est toute la complexité du personnage de Don Juan, à mon avis. Oui, excusez-moi, je suis désolée. On va conclure le bord plateau. Peut-être si vous avez juste un petit mot de la fin pour finir tous ensemble. Écoutez, oui, pardon. Pardon, comment avez-vous accueilli l'arrivée des plateaux avec Non, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. Je n'avais jamais assisté à ce genre de prestation, je ne sais pas comment il faut dire. Et j'aimerais savoir comment vous l'avez reçu. C'était vachement bien. Oui. Ah bon. D'être autorisé à éventuellement sortir, fumer une cigarette, ce que j'ai fait, et revenir, ça implique une responsabilité de discrétion, d'aller pisser, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le spectacle. Et bizarrement, l'arrivée des plateaux nous dit mangez dans la salle, restez. Alors que justement, comme c'est un moment de pause, on se dit ah mais c'est bien, je vais aller fumer ma cigarette, mais on nous donne à manger et le manger nous dit rester dans la salle. Donc c'est juste ça. Donc du coup, moi j'ai pris mon cake et je suis allé. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui du coup, donner à manger, bizarrement, fait rester. Mais ça peut aussi vouloir dire partage. Oui, mais bien sûr. Voilà, c'est pas une critique. Non, mais c'est juste au sens, si tu veux, l'arrivée des plateaux est venue compenser ou est venue à la place d'un entracte qu'on avait fait à la première. Et puis beaucoup de gens nous ont dit mais cet entracte est parfaitement inutile, on s'en fout de votre entracte. Donc on n'en a pas besoin. Du coup, c'est vrai qu'on s'est dit bon, la soupe que les gens pouvaient manger pendant l'entracte, on va leur servir. Mais c'était vraiment pas du tout pour retenir les gens. Mais c'était plutôt en effet une opération secondaire et par défaut qui est venue à la place d'un entracte en fait. Et donc peut-être qu'en effet, après je pense quand même que tout le monde n'a pas la liberté encore, ne se sent pas complètement libre d'aller et venir. Et voilà, donc nous, on voulait, comme on savait que c'était long, on voulait restaurer un peu les gens. Tu vois la petite ambiguïté qu'il y a, je trouve dans ce moment-là, je la trouve vraiment intéressante. Moi, j'ai pensé que c'était plutôt en dehors de la convivialité, c'était occupez-vous pendant qu'on change le décor. Ah oui. Moi, je trouvais que ça renforçait bien aussi le public, le lien entre le public et les acteurs, donc là, ça rapprochait. J'étais étonné, je faisais quoi, c'est trop. Parce qu'en plus, j'avais pas lu du tout, parce qu'on m'a dit que c'était peu connu, j'avais pas lu du tout que c'était écrit sur la salle. Ah, c'était intéressant.
Ouais, merci. En fait, il faut vraiment qu'on libère la salle. Donc, merci beaucoup à Marie-Josée Malice d'avoir répondu. Merci à vous d'être restés avec nous. Merci aux techniciens aussi d'être restés avec nous parce que c'est un travail aussi pour eux. Et voilà. Et merci Louise de nous avoir aidés pour le bar plateau. Et merci à Radio Campus.